Bienvenue au webinaire intitulé Prendre soin de soi et des autres, et merci d'être des nôtres. Mon nom est Sonia et je serai des vôtres pour cette séance. J'aimerais mentionner que je travaille aujourd'hui euh, à Montréal, aussi connu sur le territoire non cédé de la nation des Gagnés-Gagnards. La séance d'aujourd'hui fait partie de la série de webinaires Activités de préparation de la Croix-Rouge canadienne, se préparer collectivement aux catastrophes et sera présenté en français. Comme il a été anticipé, l'été 2024 a été propice à plusieurs situations d'urgence graves partout au Canada. C'est pourquoi la Croix-Rouge canadienne a créé une série de webinaires sur la préparation aux catastrophes afin d'aider les personnes et les communautés à mieux se préparer aux événements perturbateurs, à accroître leur résilience et à intervenir en cas de catastrophe. Nous avons organisé des séances d'apprentissage en français et en anglais tout au long de l'été. Vous pouvez également utiliser le code QR qui apparaît sur votre écran pour accéder à notre site Web et vous inscrire à nos différents programmes. Nous afficherons également l'adresse de la page Web dans la fenêtre de clavardage. Avant de commencer la séance, j'aimerais vous présenter le fonctionnement. Le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes qui y seront inscrites. En cliquant sur l'icône du sous-titrage dans le panneau de commande de l'application Zoom, vous pourrez consulter des sous-titres en français ou en anglais pendant votre visionnement. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la fenêtre de clavardage qui se trouve dans le panneau de commande au bas de l'écran. Et nous vous enforcerons d'y répondre lors de la séance de questions à la fin du webinaire. Un questionnaire de rétroaction apparaîtra dans votre navigateur une fois que vous aurez quitté le webinaire. Celui-ci nous permettra de recueillir vos commentaires sur la séance et nous vous remercions de bien vouloir y répondre. Des trousses de ressources présentant le contenu tiré des webinaires de la présente série seront disponibles sur le site web de la Croix-Rouge canadienne au cours de l'été, tout comme la présentation PowerPoint qui vous a été présentée aujourd'hui. Donc, vous pouvez envoyer vos questions sur le sujet abordé aujourd'hui à l'adresse rrr@croixrouge.ca. Les activités de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge s'appuient sur le concept sur 7 principes fondamentaux auxquels nous adhérons également au Canada. Fait intéressant, ces principes ont une valeur similaire aux enseignements sacrés de certaines communautés et nations sur le vaste territoire au Canada. On les appelle également les 7 enseignements sacrés ou grands-pères. La sagesse, l'amour, le respect, le courage, l'honnêteté, l'humilité et la vérité. Euh, Vos animatrices Joanie Roussel, conseillère en recherche en santé publique, et Jean-Philippe Laliberté, conseiller bien-être et environnement sécuritaire. Donc, bienvenue. Merci. Je suis conseillère en recherche en santé pour le Bureau d'aide aux communautés et organisations autochtones, donc le Indigenous Help Desk de l'équipe nationale. Je laisse Jean-Philippe. Oui, merci. Donc, je suis Jean-Philippe Laliberté, conseiller bien-être et environnement sécuritaire pour le service santé mentale, bien-être et environnement sécuritaire à la Croix-Rouge canadienne au Québec. Je voulais mentionner également que je me trouve sur les terres non cédées de la nation Mi'kmaq. Merci. Parfait. Donc, merci Sonia, merci Jean-Philippe. Donc, bienvenue. Kwe, bon matin ou bon après-midi, où vous soyez, et bienvenue à notre série de webinaires sur les principes des principes des premiers soins psychologiques. Si vous êtes à l'aise, prenez le temps d'écrire votre nom, votre communauté ou votre territoire ou votre reconnaissance territoriale dans le chat.
Moi, aujourd'hui, je suis sur le territoire de la nation Huron-Wendat. Oh, pardon, j'ai mis quelque chose qui m'apparaît à l'écran. D'accord. Je suis sur le territoire de la nation Huron-Wendat, donc le Nihon-Wet'suwet'en. Donc, c'est aujourd'hui, c'est d'où je vous rejoins aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment honorés que vous ayez pris le temps de vous asseoir avec nous et nous allons parler de bien-être dans le contexte de la préparation aux catastrophes. Je vais passer. J'aimerais partager quelques ressources dans le but de rendre cet espace sain et sécuritaire, donc pour tous. Donc, nous allons aborder comment prendre soin de vous-même et comment prendre soin des autres. Donc, naturellement, nous parlerons de sujets comme la dépression, le deuil, la perte, les traumatismes et le suicide. Donc, nous comprenons que ces discussions soient importantes, mais qu'il s'agit également de sujets profondément là, personnels ou sensibles qui peuvent soulever des émotions complexes. Donc, je vous invite à prendre un moment pour vérifier avec vous-même. Demandez-vous, suis-je dans un bon état d'esprit pour entendre cette conversation et également à qui puis-je me confier afin d'obtenir de l'aide si j'en ai besoin. Donc, nous avons joint quelques ressources nationales et provinciales, je crois, oui, qui sont faciles d'accès, donc que ce soit par téléphone, par email ou SMS, donc ce qui est le plus confortable pour vous. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous en avez besoin. Et finalement, nous aimerions également émettre une clause de non-responsabilité indiquant que le contenu que nous partageons avec vous aujourd'hui est à des fins d'information et d'éducation uniquement. Donc, ce n'est pas destiné à prendre la place d'un avis médical ou d'un traitement professionnel. Les participants doivent communiquer avec leur propre professionnel qualifié ou communiquer avec l'une des ressources partagées au cours de cette présentation. Si vous avez des besoins, que ce soit de l'aide ou d'un soutien immédiat, vous pouvez communiquer avec vos services médicaux d'urgence ou de services sociaux locaux. Parfait, merci. Donc, dans le chat, merci April, elle a mis les ressources également. Parfait. OK. Donc, nous allons passer en revue les sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Donc, c'est évidemment d'un point de vue occidental, mais également autochtone. Donc, nous allons apprendre à prendre soin de nous en période de stress en utilisant le cycle observer, écouter, accompagner et vivre. Nous allons apprendre à prendre soin des autres en période de stress en utilisant le même cycle. Ensuite, nous allons apprendre à reconnaître les signes de stress en nous-mêmes et chez les autres. Par la suite, nous allons apprendre à savoir quand vous avez besoin d'aide ou de soutien. Et enfin, nous aurons un moment pour la période de questions et de réponses à la fin. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas là, à écrire vos questions dans la boîte de questions en bas. Donc, j'ai une première activité pour vous. Donc, April can launch a poll. La première activité, veuillez utiliser le sondage qui va apparaître à l'écran. Parfait. Donc, moi, je le vois bien. J'espère que vous le voyez bien aussi à votre écran. Donc, vous pouvez répondre avec le poll, le quiz, ou répondre dans le chat si ce n'est pas possible pour vous. Donc, première question. Si une urgence ou une crise survient, tout le monde est traumatisé dans une certaine mesure. Donc, selon vous, c'est oui, non ou je ne sais pas. Donc, vous pouvez répondre en utilisant les 3 options. Oui, non, je ne sais pas. Je vous laisse quelques minutes. Si une urgence ou une crise survient, tout le monde est traumatisé dans une certaine mesure. Oui, non, je ne sais pas. Ah, parfait. Merci pour les réponses pour les gens qui participent. Ah, ben là, c'est difficile. Un de chaque. Donc, je vais vous donner la réponse. Donc, la réponse est non. Puisque l'événement d'urgence peut avoir un impact négatif sur l'ensemble des gens, mais pas traumatiser chaque personne. Donc, selon la résilience et les facteurs protecteurs, la majorité des personnes ne seront pas traumatisées, mais certaines personnes peuvent le vivre comme un trauma. Donc, c'est là la nuance. Donc, la deuxième question, next question, please, April. Je vais la laisser la lire à l'écran. Parfait. Donc, une personne qui offre du soutien à une autre et qui traverse du stress, une crise, une perte ou un traumatisme doit détenir un diplôme en counseling. Donc, selon vous, est-ce qu'une personne qui offre du soutien à une autre personne qui traverse du stress, une crise, une perte ou un trauma doit détenir un diplôme en counseling?
ou un diplôme, on pourrait dire, en relation d'aide? Selon vous, oui, non, je ne sais pas. J'ai hâte de voir, j'espère que les résultats seront plus décisifs à cette réponse-là. Ah, bon, parfait, oui, non. En effet, la réponse était non. Merci. Donc, tout le monde peut aider. Donc, ça ne prend pas un diplôme en relation d'aide ou en counseling pour avoir un impact positif sur une personne. Donc, la prochaine question, numéro 3, next question, please. Le principe, oh, pardon. Oui, le principe de s'abstenir de porter préjudice est fondamental quand on offre son aide aux autres. Encore une fois, oui, non, je ne sais pas. Donc, je relis. Le principe de s'abstenir de porter préjudice à autrui, donc à l'autre, est fondamental quand on offre son aide aux autres. Selon vous, oui, non, je ne sais pas. Prenez le temps d'y répondre. Et les réponses, oui. En effet, c'est oui. Donc, félicitations à nos participants. Donc, ne pas nuire est un principe directeur très important lorsque vous aidez les autres. Donc, nous devons traiter les personnes que nous aidons avec dignité et respect. Cela signifie respecter leur culture et leur capacité à prendre des décisions. Donc, nous devons être honnêtes et ne pas faire de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Donc, nous devons faire preuve d'empathie et écouter et reconnaître les expériences des gens. Donc, nous devons créer un environnement sécuritaire et s'ils ne sont pas en sécurité, nous devons leur trouver de l'aide. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Donc, so last question, please, April, pour le quiz. La création de liens est un événement. Je reprends. La création de liens est un élément important dans l'aide offerte aux personnes en situation de crise ou de traumatisme. Donc, selon vous encore, oui, non, je ne sais pas. Est-ce que la création de liens est un élément important dans l'aide offerte aux personnes en situation de crise ou de traumatisme? Et on peut voir vos réponses. Et, oh, la réponse, c'est oui. Donc, félicitations aux personnes qui ont répondu oui, puisqu'il est très important de mettre les gens en contact avec des personnes de confiance et ou des soutiens sociaux lorsque vous aidez quelqu'un à traverser une crise. Donc, Premier secours psychologique, PSP, se concentre sur la connexion à des individus à leurs propres besoins et avec d'autres, ainsi que des ressources pertinentes et des stratégies pour prendre soin de soi et des autres. Donc, on peut continuer. Merci pour votre participation. Donc, pour conclure l'introduction, là, on peut voir les notions fondamentales des PSP. Comme vous pouvez observer, elles ne sont pas issues de nouveaux concepts. Donc, c'est des choses qu'on connaît habituellement, mais c'est toujours important de le rappeler. Donc, PSP, c'est d'être présent. C'est être présent lorsque la situation peut être difficile. C'est l'action d'arriver dans une situation avec une boîte à outils ou un panier d'outils et de ressources. Donc, plus précisément, c'est l'importance d'être présent, offrir un espace de communication constructif et une écoute active, offrir du réconfort. Donc, il s'agit d'une réaction humaine de solidarité avec une autre personne. Et cette personne-là peut souffrir et peut avoir besoin de soutien. Donc, je vais passer la parole à Jean-Philippe pour parler des bases des premiers soins psychologiques. Merci. Super, merci beaucoup, Joanie. Donc, bonjour tout le monde. On va commencer par aborder un concept central pour les premiers secours psychologiques, c'est-à-dire le stress. Donc, pour être en mesure d'aider les autres, c'est important en tant qu'individu de comprendre notre propre stress, puis être capable de l'évaluer en situation de crise. Donc, ça peut nous aider à déterminer si, par exemple, on a la capacité d'apporter le soutien à quelqu'un. Donc, avant de pouvoir soutenir une personne, c'est important justement de bien comprendre nos réactions et de savoir comment on se sent aussi par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on commence la première partie là, de la présentation par justement prendre soin de soi. Et plus tard, on va revenir sur prendre soin des autres. Euh, donc, le graphique que vous voyez à l'écran, ça nous montre que le stress n'est pas toujours mauvais pour nous. En effet, le stress, c'est quelque chose de nécessaire, en fait, qui est tout à fait normal dans les réactions au niveau du corps humain. Par exemple, le stress, ça nous permet justement d'entreprendre de nouveaux projets, de pouvoir remettre un travail à temps, également de pouvoir prendre la parole en public quand c'est le temps.
Donc, dans le graphique à l'écran, vous voyez la zone en verte là, à gauche. C'est là où le stress peut aller et venir chez un individu qui dispose de bonnes capacités d'adaptation, qui a apprises ou qui lui a été enseigné là, au fil de sa vie. Donc, comme être humain, on aimerait normalement rester en permanence dans la zone verte, mais on sait que c'est pas possible, hein. Il y a beaucoup d'éléments stresseurs qu'on va rencontrer au cours du temps là, dans notre vie, à tous les jours. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir une bonne stratégie de bien-être, puis d'avoir un plan de bien-être pour éviter justement que le stress devienne prolongé ou excessif. Euh, Parce que quand le stress se prolonge ou qu'il devient excessif, ça peut conduire justement à une mauvaise santé. On peut avoir toutes sortes de difficultés comme développer des maladies comme le diabète de type 2, l'hypertension ou des maladies cardiaques. Ça peut aussi causer plusieurs difficultés au niveau de la santé mentale. Donc, quand on continue sur le graphique, vous avez à côté le stade de l'alarme qui est en jaune, qui correspond à ce qui se passe quand on est confronté à un stress. Donc, ça, c'est une réaction. À ce moment-là, on peut avoir des réactions de lutte ou de fuite. C'est le moment où notre corps, puis notre esprit puis tout ce qui nous entoure, en fait, va travailler ensemble pour décider si on va faire face à ce stress-là, le gérer ou plutôt s'en sortir. Donc, c'est là que toutes les ressources de notre corps sont mobilisées. Ensuite, il y a le stade de la résistance qui est en orange. C'est là où le stress persiste, où on n'a pas réussi à gérer ce stress-là dans l'étape précédente pour revenir à l'étape verte. Donc, le stress persiste à ce moment-là. Puis là, notre corps, notre esprit se concentre sur la manière de gérer ou non ces facteurs-là. Donc, notre corps peut, par exemple, créer des hormones de stress qui peuvent nous aider à surmonter ce stress-là. Par contre, ces hormones-là peuvent être sécrétées en grande quantité puis rester très élevées pendant une période prolongée. Ce qui fait que, par exemple, que si vous vivez, par exemple, une situation stressante au travail, ça se peut très bien qu'une fois, le soir à la maison ou la nuit, etc., vous ressentez encore ce stress-là. Ensuite, on arrive au stade rouge, qui est le stade de l'épuisement. C'est là où on ne veut pas rentrer, mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons, beaucoup de personnes se retrouvent à cette étape-là pour toutes sortes, à cause de justement différents stresseurs qui se prolongent dans le temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'on risque plus de justement développer des maladies. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut développer, par exemple, des dépendances ou des problèmes de santé mentale. On va maintenant passer à l'étape suivante. Ben, en fait, qui est présenter le cycle observer, écouter, accompagner et vivre. Donc, la Croix-Rouge canadienne utilise ce cycle-là pour nous aider, en fait, à mieux comprendre les étapes à suivre pour prendre soin de soi et ensuite prendre soin des autres. Donc, en temps de crise, le cycle va nous permettre de nous rappeler c'est quoi les outils qu'on a. En fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est plus de un peu organiser les outils qu'on a déjà en nous pour prendre soin de soi et des autres, mais en les mettant dans le cycle observer, écouter, accompagner et vivre, ça nous permet de s'en rappeler et de pouvoir mieux les mobiliser quand c'est le temps. Donc, observer, ça consiste à reconnaître les signes de stress et de détresse chez soi et chez les autres. C'est également être en mesure d'identifier le soutien qui est nécessaire. Écouter, c'est ce qu'on fait après avoir observé. C'est là qu'on peut déterminer si on a la capacité d'aider. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'écoute soi-même. Une fois qu'on a fait ça, ben, on est en mesure de déterminer si on est capable de passer de faire autre chose, en fait, d'aller aider les autres. Quand on parle d'accompagner, c'est de s'assurer que soi-même et les autres ont tout ce dont on a besoin au niveau des besoins de base. Et puis vivre, finalement, c'est la partie qui fait appel à l'espoir. Donc, c'est la façon dont on va aller de l'avant en utilisant les moyens sains pour faire face aux situations. Donc, en période de crise, de traumatisme ou de deuil ou de perte, c'est important de trouver de l'espoir et se concentrer sur les activités qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre de revenir à une situation où on se sent mieux. On va maintenant regarder un peu plus en détail là, ces différents éléments-là du cycle. Parfait. Donc, en réfléchissant à ce qui signifie prendre soin de soi, on se rappelle que notre esprit, notre corps et notre âme montrent souvent des signes de difficulté, puis qu'il faut chercher du soutien. Ça nous amène, dans le fond, au premier élément qui est observer. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on peut observer, évidemment, les signes de stress. Le stress, évidemment, ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde, hein. Chacun va avoir différentes manières de réagir au stress. Puis comme j'ai déjà mentionné, il y a du bon stress. Ce bon stress-là est important, qu'on en a besoin. Mais ce qu'on parle vraiment ici, c'est le stress. C'est quand le stress quotidien va se transformer, par exemple, en stress cumulatif.
c'est-à-dire une exposition qui est répétée à ce stress-là, à différents défis physiques puis émotionnels. On peut aussi parler de stress traumatique quand c'est lié à un événement qui est profondément angoissant, comme de la violence extrême, un accident, un décès. Et sinon, on peut parler de stress secondaire quand c'est associé en fait, quand on est à un événement traumatique, mais qui ne nous touche pas directement, mais qu'on a plutôt entendu parler par l'entremise de personnes qu'on aide. Donc, vous voyez à l'écran, il y a plusieurs manifestations là, de ces types de stress-là. Parfait. Donc, on peut passer maintenant à l'élément suivant qui est écouter. Euh, Notre âme et notre corps nous donnent parfois des signes que quelque chose ne va pas, puis on peut avoir de la difficulté à justement écouter ces signes-là. Donc, s'écouter soi-même, c'est justement une question d'auto-évaluation puis de prise de conscience. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour apprendre à reconnaître puis à mieux percevoir les signes à l'intérieur de nous. Donc, si on repense un instant au cycle de stress, euh, au cycle de stress. Vous voyez à l'écran, justement, ça va être familier. Ça ressemble beaucoup au graphique que j'ai montré tout à l'heure au début de ma présentation. C'est les mêmes couleurs. En fait, on se retrouve dans le même continuum, sauf que là, vous voyez des types de réactions pour chacune de ces étapes-là liées au stress. Euh, donc, quand on regarde, par exemple, en jaune, en vert, ça, c'est la partie où ça va bien. Après ça, en jaune, ça correspond au stade de l'alarme qu'on parlait tout à l'heure. C'est là qu'on commence à nous rendre compte que quelque chose va moins bien, que ça a un impact justement sur notre façon de fonctionner. On peut commencer à perdre le contrôle. On ne fonctionne pas de façon optimale. On peut avoir des réactions, des émotions différentes. Nos performances vont être irrégulières, des habitudes de sommeil, d'alimentation qui peuvent être modifiées. Euh, si prendre soin de soi, si on n'est pas habitué avec le concept de prendre soin de soi et on n'a pas encore mis en place des stratégies efficaces pour justement faire face au stress quand on arrive dans ce stade-là en jaune, ben, malheureusement, on risque de tomber après ça dans la phase suivante, qui est la phase de résistance ou de lutte. Donc, c'est à ce moment-là que toutes les choses qui sont apparues dans la phase d'alarme sont amplifiées, en fait. Donc, c'est possible qu'on commence à éviter les gens, à se tourner vers la consommation de substances, de nourriture ou n'importe quoi d'autre qui peut nous apporter un certain réconfort de façon temporaire. Également, on peut avoir de la difficulté à prendre des décisions, avoir des sentiments de peur, de colère, de tristesse, de désespoir. Si on est toujours incapable d'identifier des soutiens, puis on va en parler un peu plus tard, là, des soutiens puis des stratégies qu'on peut mettre en place, on peut en fait, des stratégies qui peuvent nous ramener justement au stade précédent. On peut malheureusement passer au dernier stade qui est l'épuisement ou la crise. C'est là qu'on ne fonctionne plus. Dans le fond, on peut avoir des crises de panique, des cauchemars, pensées intrusives. Là aussi, on peut parler de dépendance à des substances, etc. On peut aussi parler d'apathie, de se retirer de nos relations. Euh, donc voilà. Maintenant qu'on a regardé les signes, qu'on a cherché les signes pour écouter notre corps, que notre corps nous disait, on va parler de la façon dont on peut tendre la main. Donc on peut connecter, puis donc on peut se reconnecter quand on ressent ces choses-là. Donc on parle de l'élément suivant qui est accompagner. Donc, accompagner, c'est vraiment une partie très importante des premiers secours psychologiques, prendre soin de soi, parce que c'est à ce moment-là que vous comptez sur vos propres forces, vos propres facteurs de protection. Donc, ceux que vous aurez normalement identifiés précédemment, puis qui vous ont déjà aidé à traverser des périodes de stress, que vous aurez identifiés, vous allez pouvoir les réappliquer ensuite quand vous avez d'autres situations qui sont difficiles. Il peut s'agir de différentes choses. Ça peut être des ressources plus à l'intérieur de vous, hein, des ressources que vous avez à l'intérieur de vous que vous pouvez mobiliser pour vous aider. Également, ça peut être externe. Ça peut être de faire appel à votre entourage, famille, des proches, des amis, ou un peu plus loin là, au niveau de la communauté, faire appel à différentes ressources qui peuvent vous aider. Donc, à qui vous vous adressez? On va pouvoir regarder ça avec Joanie, justement, dans les prochaines parties. Donc, je te redonne la parole, Joanie. Jean-Philippe. Donc, en effet. Donc, nous utilisons le concept de la roue de médecine pour nous aider à illustrer les diverses ressources auxquelles nous pouvons accéder lorsque nous avons besoin de soutien ou d'aide en cas d'urgence. Donc, dans la catégorie soutien immédiat. Donc, qui contactez-vous par appel ou message texte dans votre vie?
Donc, pour moi, par exemple, c'est mes amis, c'est ma mère ou mon père. Donc, chaque fois que quelque chose de stressant se produit, ces gens savent comment me parler ou simplement m'écouter pendant que je chemine à travers tous les hauts et les bas de la vie. Donc, souvent, lorsque nous nous sentons très stressés ou dépassés, nous nous sentons seuls, même si habituellement, on n'est pas seul. On doit simplement demander de l'aide. Donc, vous allez trouver vos personnes de confiance autour de vous et parfois même de nouvelles personnes que vous ne saviez pas qui étaient prêtes à vous soutenir. Dans la catégorie soutien communautaire, nos communautés ont une très grande quantité de programmes et de services qui sont disponibles lorsque nous vivons du stress et ou que nous avons simplement besoin de soutien. Donc, en gardant à l'esprit que nos communautés ne se limitent pas seulement là, à la communauté physique, grâce à la technologie, nous avons accès également à plus de ressources souvent que nous le savons. Ensuite, soutien à l'échelle provinciale. Par exemple, au Québec, nous avons une ressource disponible qui s'appelle Amis Québec, si vous ne la connaissiez pas. Cette organisation-là permet à aider les familles à gérer la santé mentale par divers moyens. Ou encore à l'échelle nationale, on a Jeunesse J'écoute en français, là, Kids Helpline. Donc, c'est des ressources vraiment incroyables pour tous les âges, donc y compris les parents et les enseignants qui ont évidemment un enfant, j'imagine, dans leur vie. Et finalement, il y a aussi le service 988 pour obtenir du soutien lors d'un cas en lien avec le suicide. Donc, c'est vraiment une assistance spécifique en lien avec des cas de suicide. Et finalement, le bureau d'aide, encore une fois, je le répète, mais le bureau d'aide aux communautés et organisations autochtones de la Croix-Rouge canadienne est disponible pour vous aider en cas de crise. Donc, je sais que d'autres régions aussi ont d'autres ressources, donc n'hésitez vraiment pas à prendre le temps et découvrir justement quel type de soutien vous convient le mieux lors d'un besoin urgent qui ne nécessite pas les services d'urgence classiques comme pompiers, policiers, ambulances. Je vais passer à la prochaine. Donc, la prochaine, c'est l'élément qui s'appelle vivre, puisque c'est celui-ci que nous utilisons lorsque nous sommes revenus à un état plus stable. Cela signifie que nous sommes capables de traverser la crise ou le trauma et que nous sommes capables d'être dans le présent. Donc, dans le présent, c'est comment vivons-nous après notre expérience? Comment pouvons-nous maintenir cette stabilité? Ce qui fonctionne pour moi, c'est faire des activités improvisées avec mes enfants. Je leur dis, on fait ce que vous voulez, donc comme ça me change les idées. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, par exemple? Demandez-vous, qu'est-ce qui vous donne espoir dans la vie ou qu'est-ce qui vous redonne un peu cet espoir? Donc, écoutez-vous de la musique, par exemple, ou c'est de parler avec des amis, ou pour vous, c'est aller danser, ou faire une séance plus de purification, un peu plus culturelle, ou ça pourrait être le chant. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui est utile. C'est utile aussi pour soutenir les autres. Donc, je passe à la prochaine. Donc, j'ai une autre question pour vous. Vous pouvez utiliser le chat. Donc, la discussion, je ne me souviens pas en Zoom comment c'est appelé en français, là. Moi, c'est écrit chat en anglais. Donc, vous pouvez écrire dans le clavardage qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, en voyant les images ici, est-ce que vous avez eu des idées qui sont venues en écoutant la présentation? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être des cérémonies, ça pourrait être aller sur le territoire, être dans la nature, être avec des animaux ou être avec des gens de votre famille, si vous êtes une tante ou un oncle. Vous pouvez simplement écrire des idées. Parfois, c'est intéressant de voir ce que les autres écrivent et ça donne des idées pour une prochaine fois. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous inspirer, vous donner le goût d'essayer à l'avenir. Donc, soyez pas gênés, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ce qui m'amène à l'autre point qui s'appelle le plan de bien-être personnel. Donc, on fait souvent des efforts pour s'assurer que nous sommes prêts dans des situations de catastrophe, comme par exemple, on peut préparer une trousse à emporter, on peut aller chercher quelques bidons d'essence là, supplémentaires à la station-service ou prendre le temps de remplir notre trousse de premiers soins avec des fournitures médicales. Mais pourquoi ne pas prendre quelques instants pour vous préparer et réfléchir à la façon dont vous pouvez planifier votre bien-être, votre mieux-être en cas de catastrophe ou de crise? Donc, dans nos ateliers complets de PSP, nous travaillons avec ce que nous appelons un plan de bien-être personnel. Donc, comme c'était mentionné au début, nous allons vous envoyer le lien pour le visionnement de ce webinaire, mais également, on y attachera le plan de bien-être personnel. Donc, vous allez l'avoir dans votre boîte courriel, j'espère, la semaine prochaine. Donc, ce document est à remplir, vous permet de cartographier donc, ce que vous aviez besoin
pour prendre soin de vous-même en utilisant les principes que nous avons vus plus tôt aujourd'hui. Donc, comme je disais, souvent, lorsque nous nous sentons dépassés, prendre soin de nous-mêmes, ce n'est pas une priorité évidente. Donc, ce plan nous donne le temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour retourner au bien-être après une situation stressante. Donc, c'est apprendre à reconnaître les éléments de stress, mais être capable aussi de s'auto-évaluer. Donc, le plan de bien-être appuie vraiment les pratiques qu'on a vues pour améliorer autant son mieux-être physique, émotionnel, social et spirituel. Donc, en conclusion de la partie prendre soin de soi, on peut résumer rapidement. Donc, le premier, c'est observer. Donc, ça consiste à rechercher des signes de stress et à se familiariser avec nos signes à nous ou comment nous nous comportons lorsque nous ressentons du stress. Le deuxième, c'est écouter. Donc, d'écouter votre corps et ses besoins. Donc, il s'agit de respecter vos sentiments en vous demandant de quoi ai-je besoin en ce moment? Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment et dois-je demander de l'aide? Le troisième, accompagner. Donc, c'est faire l'effort justement d'accéder à vos réseaux de soutien pour vous aider à faire face au stress que vous vivez en ce moment. Donc, avez-vous besoin d'aller sur le territoire? Avez-vous besoin de contacter un ami? Avez-vous besoin de participer à une cérémonie ou à discuter avec un aîné de votre communauté si c'est disponible? Donc, une fois que vous avez établi ce que vous avez besoin, vous pouvez vous connecter ensuite aux actions, puis aux activités et aux événements que vous aviez identifiés. Et le quatrième, vivre, il s'agit de votre retour à un état d'équilibre. Donc, là où vous vous sentez bien, fort et heureux. Donc, il s'agit de protéger votre bien-être en faisant des efforts pour apprendre de nouvelles stratégies pour faire face au stress de votre vie. Donc, qu'est-ce qui vous fait sentir en vie? Est-ce que c'est par exemple la méditation? Ça pourrait être de prendre des pauses. Il ne faut jamais oublier qu'en tant qu'aide, nous donnons beaucoup aux autres, mais quand nous donnons trop, mais nous laissons peu pour nous-mêmes. Donc, c'est ça le concept. Donc, pour être un véritable défenseur des autres, nous devons d'abord être un ardent défenseur de nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi prendre soin de soi est si important. Donc, maintenant que nous avons appris comment prendre soin de nous-mêmes, je voulais vous présenter comment nous pouvons utiliser les mêmes principes, mais pour soutenir les autres. C'est la deuxième partie. Donc, c'est important de se rappeler que suite à un événement, notre expérience n'est pas la même qu'un autre. Donc, parfois, c'est facile pour nous de porter un jugement, et ça de manière involontaire, mais on le fait tous. Donc, on a ces pensées-là qui arrivent et sans prendre de considération là, le pourquoi derrière une action que nous pouvons observer. Donc, parfois, nous pensons, mais pourquoi cette personne réagit de cette façon? Ou je ne peux pas croire qu'elle en fait une si grosse affaire. Ou penser, ben voyons, ça s'est passé il y a 4 mois, pourquoi elle ne s'est pas remise de la situation encore? Donc, je pense que pour vraiment comprendre la situation de l'autre, il faut vraiment considérer l'expérience de cette personne aussi, puisque les gens portent le poids de l'ensemble des situations dont ils ont été affectés par le passé. Donc, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Donc, la plupart d'entre nous avons vécu un ou plusieurs événements traumatisants au cours de notre vie et cela se manifeste de différentes manières pour différentes personnes. Donc, pendant que nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons soutenir les personnes en détresse, bien, nous devons être capables d'identifier les origines de ces traumatismes. Donc, comprendre d'où ils proviennent. Donc, vous voyez ici quelques exemples dans lesquels le traumatisme peut provenir. Donc, ce n'est pas une liste complète, là, ça effleure à peine la surface, mais ça donne une idée. Ça nous permet de comprendre en quelque sorte les causes sous-jacentes là, des comportements ou des actions que nous pouvons observer chez les autres. Et ça peut nous aider à fournir un soutien plus juste. Donc, nous pouvons nous attendre qu'une personne qui a déjà subi, par exemple, une énorme perte, par exemple, ça peut être un deuil, la perte d'un emploi, ou lorsque sa communauté fait l'objet d'un ordre d'évacuation, par exemple, dans le cas d'une catastrophe naturelle. Donc, la personne peut combattre, fuir ou figer par rapport à la situation. Donc, même si une personne qui n'a jamais vécu cet événement spécifique, mais les sentiments qui accompagnent la perte sont les mêmes. Donc, ils vivent une perte, par exemple, de la communauté qui est à la fois physique, parce qu'ils se sont déplacés, mais aussi émotionnelle et spirituelle, puisqu'ils ne pourront plus avoir accès à leur cercle de soutien. Donc, ils sont confrontés à des inconnus et à une perte de contrôle de leur vie. Donc, les traumatismes peuvent provenir du passé, mais également du présent. Donc, comme je disais, une personne qui a vécu, par exemple, une évacuation par le passé ou qui a été obligée de se délocaliser, par exemple, pour aller à l'école,
pourrait revivre ce même traumatisme, mais dans un contexte différent suite à une évacuation, par exemple, causée par le feu. Donc, le traumatisme peut provenir de différentes choses et cela signifie aussi que qui dit trauma dit réaction. Donc, ça se manifeste également de différentes manières. Donc, on utilise souvent l'expression réaction attendue à des événements inattendus dans la préparation catastrophe ou l'intervention d'urgence, car il n'y a aucun moyen de se préparer pleinement à un événement de crise, malheureusement. Donc, nous pouvons rassembler des outils et des ressources. Et bien que ces choses sont importantes, puisqu'elles aident à la façon dont nous allons réagir. Mais c'est normal, c'est ça, c'est tout à fait normal quand évidemment une situation arrive et que ça nous jette totalement en dehors de notre normalité. Donc, encore une fois, c'est une liste non exhaustive, mais ça nous permet d'avoir une idée des réactions attendues suite à un trauma. Mais si nous remarquons, par exemple, qu'une personne démontre des émotions imprévisibles, donc qu'elle semble vous éviter ou éviter ses proches, qu'elle vous a révélé qu'elle a de la difficulté à se concentrer ou éprouve des flashbacks, toutes ces choses peuvent être aussi des indicateurs que la personne a de la difficulté en ce moment et qu'elle pourrait avoir besoin d'un peu de soutien supplémentaire pour naviguer dans l'événement qui vient d'arriver dans sa vie. Donc, alors maintenant, je vais passer la parole à Jean-Philippe pour vous présenter le cycle observer, écouter, accompagner et vivre, mais pour prendre soin des autres. Merci. Merci beaucoup, Joanie. Donc, en effet, puis avant de mettre en pratique le cycle observer, écouter, accompagner et vivre pour prendre soin des autres, il ne faut jamais oublier justement de s'écouter soi-même, comme on a mentionné précédemment, là, et s'assurer qu'on est dans les bonnes dispositions pour aider. Donc, une fois qu'on a fait ça, puis qu'on se sent apte, qu'on se sent dans un bon endroit pour pouvoir aider les autres, là, on peut appliquer le cycle. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va repasser un à un les différents éléments du cycle, mais cette fois-ci en pensant là, à prendre soin des autres. Donc, pour le observer, il s'agit de savoir, en fait, ce qu'on voit, hein, que quand on est confronté à une situation, on observe avec nos yeux puis on évalue ce qui se passe. Ça nous permet de savoir comment on peut aider les autres à aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Ben, vous le voyez à l'écran, il y a différents éléments. Tu sais, est-ce que la personne, premièrement, est en sécurité? Il y a plusieurs aussi éléments de son langage non verbal qu'on peut observer. Aussi, on peut voir différents indices qui peuvent nous laisser croire, par exemple, que la personne est victime de violence. Aussi, on peut observer certains facteurs de protection et de résilience. Et aussi, on peut voir différentes réactions face au stress. Justement, par rapport au stress, c'est quoi les signes, dans le fond, à rechercher chez les autres? Ben, pour ça, on peut regarder, jeter un coup d'œil au tableau qui se trouve ici. Euh, donc, on voit les principales catégories, là, combattre, fuir et figer. C'est trois types de réactions face au stress là, que vous avez, peut-être certains d'entre vous avez déjà entendu parler. Donc, on voit là, à l'écran différents exemples là, pour chacun d'eux. Ça peut sembler beaucoup de choses, mais en le lisant, vous allez voir que vous avez probablement tous déjà observé ou vécu vous-même, sinon la plupart de ces réactions-là sous une forme ou une autre. Donc, ça peut être des fois déstabilisant aussi quand on prend du recul puis qu'on observe ces différentes réactions-là chez les autres et puis qu'on se rend compte que justement, les gens ont des réactions qu'on pourrait avoir nous-mêmes aussi ou qu'on a déjà eues dans le passé. Donc, quand on parle de combattre, évidemment, on parle d'affronter la situation quand il y a une situation stressante. Ça peut amener justement différents comportements, différentes réactions. Fuir, ça consiste à vouloir s'enfuir, éviter la situation. Et figer, c'est l'aspect de la réponse au stress où les gens vont se renfermer sur eux-mêmes, le moment où certaines personnes peuvent se trouver déprimées, faire face à de l'anxiété, au moment où on peut se sentir aussi bloqué. Donc, c'est toutes des réactions typiques et normales face à des stress, à des éléments stresseurs. Euh, Ensuite, on va passer à écouter. Donc, écouter les autres, c'est une question de prise de conscience. En fond, on se met à l'écoute de la personne. Puis, pour faire ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle absolument l'écoute active. L'écoute active, c'est une des nombreuses façons qu'on peut utiliser, qu'on peut faire pour soutenir quelqu'un. Parfois, les gens ont juste besoin, en fait, de se sentir entendus et compris. Puis l'écoute active, ça consiste à ce moment-là à accorder toute son attention à la personne, à lui donner, évidemment, à l'écouter, puis à lui donner des signes physiques comme un hochement de tête ou un contact visuel
Quand ça, c'est culturellement approprié, évidemment, il faut s'adapter là, selon la situation. Puis à utiliser des affirmations rassurantes en reformulant ce qu'on dit. Donc, on offre son écoute, mais on ne force pas la personne non plus. C'est important de rester calme, de rester ouvert, puis de ne pas porter de jugement. Euh, donc, souvent, euh, il peut être difficile de soutenir les personnes qui subissent du stress ou une perte parce qu'on veut être certain de faire la bonne chose, hein, de faire ce qu'il faut. Mais en réalité, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de bonne chose générale, il n'y a pas de recette miracle, en fait, qu'on peut appliquer pour soutenir les gens, puis qui vont juste renverser la situation pour faire en sorte que la personne aille bien tout de suite. En fait, tout ce qu'il faut à la base, c'est d'être là. Donc, le simple fait de se montrer puis d'être avec la personne, ça peut déjà faire une grande différence. C'est une bonne première étape pour justement aider la personne. On peut voir justement en revue certains éléments qui peuvent être considérés comme des bonnes façons là, pour aider une personne en difficulté. Justement, quand on pratique l'écoute active, il faut éviter effectivement là, de porter des jugements sur les sentiments que la personne vit ou sur les expériences de la personne. Donc, on laisse la personne s'exprimer sans contrôler non plus le langage ou le ton. Il ne faut pas juger la façon dont la personne va justement exprimer la façon dont elle se sent. Il ne faut pas éviter. Il faut faire attention à son langage non verbal. Des fois, sans s'en rendre compte, on va avoir comme un regard des approbateurs ou certaines mimiques. Il faut justement essayer de rester neutre au niveau du non-verbal pour que la personne se sente pas jugée, qu'elle se sente vraiment à l'aise de pouvoir parler de ce qui va pas. On va parler aussi des fois de normalisation, de normaliser les sentiments de la personne. Quelqu'un qui vit une situation difficile peut se sentir mal des fois de ressentir certains sentiments. Puis au contraire, on peut justement normaliser en lui rappelant que c'est normal dans la situation qu'elle ressent toutes sortes de sentiments, qu'elle ressent par exemple de la colère, de la tristesse, ou etc., que c'est normal, c'est des situations difficiles, puis les sentiments qu'elle a sont tout à fait sains et normaux. Euh, Laissez la personne vous dire, vous montrer ce dont elle a besoin aussi. Il ne faut pas nécessairement la diriger, il faut la laisser justement vous dire c'est quoi ses besoins. Aussi, il faut garder à l'esprit que certaines personnes peuvent ne pas vouloir notre aide, puis c'est normal. Chacun a sa propre façon là, de surmonter le stress, le chagrin, les deuils, tout ça. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon de le vivre, et puis peut-être que la personne n'est pas prête ou n'a pas envie de justement se faire aider par nous. Et ça, il faut respecter ça. Les réactions de stress peuvent aussi être intenses puis imprévisibles. La personne peut sentir différentes émotions, comme on dit, là, de la colère, de la frustration, de la tristesse, être accablé. Euh, les gens peuvent agir de façon inhabituelle, ils peuvent être ils peuvent s'emporter, ils peuvent se retirer, devenir plus émotifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces actions-là ou ces réactions-là à leur douleur et à leur stress, c'est une réaction. C'est tout à fait normal et c'est pas un reflet de vous ou de l'aide que vous tentez de lui apporter. Donc, si jamais vous vous sentez blessé ou sur la défensive, rappelez-vous ça. Euh, Prenez le temps de respirer, puis rappelez-vous justement que la personne vit quelque chose de difficile et que c'est pas orienté vers vous directement. On peut, par contre, si jamais on ne se sent pas bien là-dedans, on peut également essayer de fixer certaines limites en douceur si ça devient trop difficile. Euh, Parfait. Maintenant, on a vu quelques éléments à faire. On peut aussi voir d'autres éléments à éviter. Comme je disais, tu sais, il n'y a pas de recette miracle à mettre en place. Il y a quand même certains éléments qui, même si souvent c'est fait de façon bien intentionnée, peuvent être inutiles ou même nuire à la personne qu'on essaie d'aider. Donc, on veut éviter, on veut pas, en fait, on veut pas éviter la situation. On veut s'assurer que la personne sache qu'on est là pour l'aider. Tu sais, on veut pas être complaisant ou se dire que de toute façon, la personne sait qu'on est là, elle a juste à venir me voir si elle a besoin d'aide. Au contraire, des fois, juste signifier sa présence, son ouverture, sans jamais forcer, mais juste rappeler à la personne, tu sais, j'ai vu que ces temps-ci que tu n'as pas l'air à bien te sentir, sens-toi à l'aise, si tu as envie d'en parler, ma porte est ouverte. Tu sais, sans forcer, puis on n'insiste pas si la personne refuse ou réagit pas. Mais juste signifier sa présence, c'est déjà bon. Il faut pas s'effacer non plus. Également, quand on soutient quelqu'un, c'est bon de se décentrer de la conversation. Donc, même si on a probablement beaucoup d'expérience et plein de conseils à donner, le fait
d'arriver dans la conversation puis de juste lancer ça à la personne, toutes sortes de conseils comme ça non sollicités, ça peut être très invalidant pour elle, puis elle peut se sentir même inutile là-dedans. Souvent la personne a juste envie à la base d'être écoutée puis d'être comprise. Maintenant, on va passer à l'élément suivant, qui est accompagner. Donc, on a déjà abordé cette question-là dans la partie prendre soin de soi. Et puis, accompagner, comme on dit, ça consiste à savoir quelles sont les ressources, hein. C'est d'être capable, quand on veut prendre soin des autres, c'est d'être capable d'aider la personne à identifier ces ressources-là puis à les utiliser. Puis là, on parle de ressources, comme je disais tout à l'heure, au sens large. C'est autant des ressources internes que des ressources externes. Donc, interne, ça peut être certaines capacités que la personne a qu'on peut l'aider à les identifier puis à s'en servir. Puis externe, c'est tout le réseau autour de la personne, des proches, amis, famille, les réseaux dans la communauté, les réseaux traditionnels également. Euh, Puis encore une fois, il faut garder à l'esprit que ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner ou ne fonctionne pas nécessairement pour les personnes que vous aidez. Donc, il ne faut pas non plus se dire on va juste arriver avec nos ressources, j'en connais des ressources, on va les mettre en application. Il faut plutôt faut pas imposer, puis aider la personne plutôt à mettre en place les ressources qui, elles, vont le mieux fonctionner pour elle. Donc, on aide la personne plutôt à prendre conscience et à utiliser ces ressources-là. Également, dans certaines situations, en fait, pas dans certaines situations, mais plutôt de façon générale, les premiers secours psychologiques ne vont pas faire de nous, évidemment, un thérapeute ou un professionnel de la santé. Hein, on n'est pas des super-héros non plus. Le fait d'être formé en premier secours psychologique, ça ne signifie pas qu'on va sauver quelqu'un. En fait, c'est pas notre rôle comme individu de savoir comment sauver les gens. Notre rôle, c'est plutôt, quand on a suivi une formation en premier secours psychologique, c'est d'être capable de reconnaître les signes de stress, puis de savoir c'est quoi notre capacité de réagir, puis de faire des liens vers les ressources appropriées. Euh, il y a aussi parfois des drapeaux rouges, des situations plus graves ou sinon plus alarmantes qu'il faut reconnaître. Et puis, il faut rappeler que c'est des choses absolument qu'on n'est pas en mesure de gérer, hein. Comme je disais, on n'est pas des professionnels, etc. À ce moment-là, il faut faire appel à des services de secours ou toute autre ressource professionnelle qui va pouvoir prendre en charge ces situations-là. Vous les voyez à l'écran, puis je pense que ça vaut la peine quand même d'en nommer quelques-uns. Si on parle de personnes qui présentent des blessures graves, des personnes qui sont très bouleversées, qui sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes, de leurs enfants, des personnes susceptibles de blesser autrui ou de mettre d'autres vies en danger, des personnes qui ont besoin d'un soutien accru en santé mentale ou des personnes susceptibles de se faire du mal. Euh, donc, c'est des situations qui peuvent être difficiles, notamment quand on parle aussi de pensées suicidaires, ce genre de situations-là que les gens peuvent nous exprimer. Puis, ça peut être très normal, en fait, d'avoir peur des fois de faire appel aux services d'urgence, parce qu'on peut avoir peur que la personne soit en colère contre nous ou qu'on a l'impression de briser un lien de confiance avec la personne. Par contre, dans ces situations-là très particulières où la vie est en danger, ben c'est justement le but, c'est de faire passer la vie et la sécurité de la personne avant notre relation personnelle avec elle. Donc, pour ces situations-là particulières où on doit faire appel aux services d'urgence de la communauté, faut justement faire primer la vie avant tout. Donc, en d'autres termes, on n'hésite pas à faire appel aux services d'urgence si on craint pour la vie d'une personne, la vie d'une autre personne ou pour notre sécurité personnelle. Donc, on n'insiste jamais assez là-dessus, là, c'est vraiment important. Euh, Finalement, on arrive au dernier élément du cycle qui est vivre. Donc, vivre, c'est un choix qu'on a tous, hein. Choisir de vivre et d'avoir de l'espoir, c'est toujours une option en tant qu'être humain qu'on peut choisir. Donc, quand on applique l'élément vivre dans le cycle, dans une relation d'aide, ben, on encourage les personnes à maintenir leur bien-être en faisant de la vie une priorité. Donc, on s'assure qu'elles soient conscientes de toutes les choses pour lesquelles elles peuvent avoir de l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un a l'impression que sa vie est bloquée, qu'on perd espoir? Ben, on peut lui suggérer d'essayer certaines activités, puis vous en voyez des exemples à l'écran. Puis Joanne a donné plusieurs exemples aussi tout à l'heure d'activités qui peuvent justement faire du bien puis aider à justement améliorer la façon dont on se sent. Euh, Encore là, comme j'ai parlé précédemment, il faut se rappeler que les activités qui apportent
qui vous apportent du bien-être ne sont pas nécessairement celles de la personne que vous aidez. Donc, quand on est en train quand on veut aider les autres avec Vive, on n'est pas là pour justement proposer nos activités qui nous font du bien, mais notre rôle, c'est plutôt d'aider la personne à se rappeler des activités qui lui font du bien, puis de l'aider à les mettre en pratique. Souvent, quand on se sent pas bien, on est désorienté, on a de la misère à se rappeler justement qu'est-ce qu'on fait dans la vie habituellement quand on se sent bien, quelle activité on met en place. Donc, on est là pour aider la personne justement à s'en rappeler puis à les mettre en place. Voilà, donc ça fait le tour pour le cycle au niveau de prendre soin des autres. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Joanie pour l'activité finale du webinaire. Merci, Jean-Philippe. Donc oui, on est arrivé à l'activité, mon activité préférée, je dirais, de l'atelier, prendre soin de soi et des autres. Donc, c'est comme on vient de dire, donc quand on prend soin des autres, on nous rappelle de prendre soin de soi afin que nous puissions continuer à vivre notre vie de la manière la plus équilibrée possible. Donc, nous avons beaucoup de discussions et on a eu beaucoup de discussions avec vous et de partage. Et c'est vraiment intéressant toujours d'avoir aussi vos idées et vos propositions. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat si vous le pouvez. Donc, la dernière activité. Euh, j'ai dit par le passé et j'ai entendu souvent des choses comme j'ai pas le temps de prendre soin de moi ou je peux même pas me permettre de prendre soin de moi, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Mais ce que je me souviens, c'est que c'est vraiment une croyance qui était préconçue que j'avais, puisque prendre soin de soi, ça veut pas seulement dire aller au spa ou aller faire des voyages ou à faire des gros achats là, extravagants. Euh, donc, c'est vraiment de prendre ce qui est autour de nous, ce qu'on a déjà autour de nous, et de l'utiliser. Donc, parfois, on peut être en mesure de faire quelque chose qu'on planifie d'avance, comme par exemple se planifier un dîner ou un souper avec un ami, ou se prévoir, c'est ça, une journée spéciale à un endroit qu'on aime beaucoup aller visiter. Mais la réalité, c'est que parfois, ben, on a juste 15 minutes avant un autre rendez-vous, ou des fois, on a juste une pause dîner de 30 minutes entre deux rencontres, ou vous avez seulement 5 minutes dans votre auto avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc, c'est dans ces moments-là aussi qu'il est important d'avoir des stratégies qui fonctionnent pour nous selon notre horaire. Donc, surtout quand on se sent dépassé ou stressé. Euh, donc, j'ai vu des exemples. On peut vous proposer des exemples. J'espère que vous allez participer. Donc, April can click for show the first question. Donc, la première question que j'ai à vous poser, si vous aviez 10 minutes pour prendre soin de vous, que feriez-vous? Donc, par exemple, c'est peut-être réaliste de penser d'ici la fin de la journée, là. Vous allez avoir 10 minutes, j'espère, à vous. Avec ces 10 minutes-là en tête, c'est quoi la première activité que vous dites, ah oui, ça va me faire du bien en 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat si vous êtes capable de participer. Je sais pas, Jean-Philippe, est-ce que tu as une proposition, toi? Si tu as 10 minutes, comment tu Oui, prends ton ben, 10 minutes? 10 minutes. Je pense qu'après le webinaire, je vais peut-être aller prendre une marche en 10 minutes. Ah, Ça va c'est faire du bon, bien. ça. Parfait. En effet. Très bonne idée. Je sais pas, Sonia, si tu peux participer aussi, je vois. Ah, parfait, merci, Jasmin. Donc, une marche avec de la musique. Ah, ben là, oui, c'est parfait. On combine deux éléments de bonheur ensemble, c'est encore mieux. Oui, Sonia? On t'entend pas. T'es sur mute. Ben, moi, si j'avais 10 minutes pour prendre soin de moi, qu'est-ce que je ferais? J'irais faire, j'ai tout le temps un casse-tête chez moi sur une table, fait que je prendrais 10 minutes, puis j'irais faire mon casse-tête. Ah, parfait. Bonne idée. Bon, deuxième question. April, can you show the second question? Donc là, même question, mais si vous aviez 60 minutes, avec une heure, qu'est-ce que vous feriez avec votre heure? Juste à vous, là, qui vous fait du bien. Encore une fois, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou le dire Jean-Philippe ou Sonia. Or April, I can translate if you want to write. Avec une heure. Ah, parfait. Un massage, ça, c'est une très bonne idée. Ouais, en une heure, sinon j'aurai le temps de lire quelques chapitres de mon livre.
Ça fait du bien, ça. Vraiment. Oui, ça prend au moins 1 heure, oui, pour. Moi, Oui. j'ai des équipements de sport chez moi, des petits poids, puis des Hmm. yoga élastiques. Fait que, comme on Ah, voit dans bon. le... je m'entraîne, moi. Un petit exercice, un petit boost. Oui, parfait. C'est des très bonnes idées. Bon, moi aussi. Et finalement, dernière question. Last question, please, April. Si vous aviez une journée entière, ça c'est plus rare, hein, mais si vous aviez une journée entière pour prendre soin de vous, que feriez-vous? Après avoir fait la marche, l'entraînement, c'est quoi votre prochaine étape là, pour cette belle journée? Moi, personnellement, c'est le magasinage. J'adore aller magasiner. Ben, moi, je regarde qu'est-ce que je fais quand j'ai une journée entière, comme qu'est-ce que je pensais je vais faire. J'ai décidé de regarder un petit village, une petite ville qui est à côté de chez Mmh. moi, aller visiter. Wow, très bonne idée. Donc, la visite, oui, de aller en forêt, faire des sentiers. Oui, là, ça permet, c'est ça. Une journée, là, on se permet plus de faire des plus grandes activités plus longues, un peu plus loin parfois, c'est le fun. Ouais, j'allais dire ça, moi aussi, aller en forêt, des sentiers. Sinon, aller en camping, mais toujours en forêt, évidemment, faire un feu là, en fin de Parfait. journée, en famille, c'est toujours plaisant. Ah, ben, merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Super. Donc, c'est vraiment toujours intéressant d'en entendre, puis ça donne des idées pour votre prochain moment que vous allez avoir pour vous-même. Je passe à la prochaine. Donc, je dirais pour résumer tout ça. Donc, à la base, prendre soin de soi et des autres, ça met vraiment en évidence la valeur de la connexion humaine et le pouvoir de l'empathie pour favoriser la résilience et le rétablissement. Donc, en offrant une présence compatissante, en écoutant attentivement et en offrant une aide pratique, on peut non seulement atténuer les difficultés immédiates, mais aussi inculquer de l'espoir et redonner un sentiment de dignité aux personnes en détresse. Donc, l'acte de prendre soin de soi, de soin des autres, pardon, symbolise notre humanité commune et l'impact profond que la connexion et le soutien peuvent avoir tout en naviguant dans les défis de la vie. Donc, je vais laisser le dernier mot à Sonia. Euh, Donc, je vais changer la feuille. Parfait. Pardon. Mon ordinateur a un peu bloqué. Bon, ici. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Euh, oh, ça l'a bloqué encore. Pardon encore. c'est une- Ah, parfait. Tu peux juste lire ça, oui. C'était une phrase qui était Oui, écrite. parfait. Donc, ici, parlons-en. Pour plus de renseignements sur nos programmes, vous pouvez communiquer avec Jem Osborne, gestionnaire principal de bien-être et protection des communautés à jem.osborne à commercial redcross.ca. Euh, Ensuite, donc, merci beaucoup pour la présentation, Joanie et Jean-Philippe. Euh, à tout le monde, nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour le prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 18 septembre de 10 heures à 11 heures, heure des Rocheuses, midi à 1 heure est. Vous pouvez utiliser les codes QR à l'écran pour vous y inscrire ainsi qu'au prochain événement. Donc maintenant, on va passer à une séance de questions. Euh, on a encore le temps de répondre à au moins 3 questions. Donc, vous pouvez écrire dans le clavardage ou parler à vive voix. Oui, en effet, je crois que si vous levez la main ou quelque chose, on peut vous permettre de parler, ce qui est bizarre à dire, mais c'est ça, dans le contexte d'un webinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On n'était pas beaucoup aujourd'hui, c'était une présentation assez intime, mais j'espère que les gens qui l'écouteront plus tard dans le futur pourront nous réécrire. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. On est là pour vous.
Donc, ben, merci beaucoup à tous et toutes de votre participation et bonne journée. Merci Merci. beaucoup, Will Allen. Bonjour. Merci.